Bonjour, j'allais dire bonsoir, mais non, on est en plein après-midi. Bonjour YouTube, ici Largo pour un deuxième essai sur la traversée infernale de jeu de verre. C'est sur YouTube, c'est gratuit. Si vous voulez passer un moment en compagnie de ma douce voix suave, eh bien c'est juste après le générique. Pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent, je vous rappelle que je pars à la recherche du glaive de Summer. Je me trouve actuellement à Holmgard, où le roi m'a confié la mission de me rendre à Amerdal pour récupérer le glaive de Summer, qui est un ancien glaive utilisé par le roi Ulnar, si je ne me trompe pas, pour mater les maîtres des ténèbres dans des temps lointains. Donc, je vous conseille de relire l'introduction si vous ne l'avez déjà fait sur la première vidéo. Personnellement, sur cette-ci, je vais reprendre au paragraphe numéro 1. Le capitaine Gaïal et ses gardes vous escortent jusqu'aux portes de la citadelle royale. Là, un chariot bâché vous attend. Dès que vous y avez pris place, les portes s'ouvrent et le chariot se ferait un chemin dans les rues populeuses de Holmgard, la capitale du Summerlund. Le voyage est court, mais très inconfortable. Bientôt, le chariot s'arrête et le conducteur vient écarter les pans de la bâche qui vous dissimulent au regard. Voici le quai d'embarquement, Seigneur Caille, annonce le conducteur du chariot. Et voici votre navire, le Sceptre Vert. L'homme désigne un navire marchand qui mouille dans le port, près du quai d'embarquement. C'est une caravelle de belle apparence, soigneusement entretenue. Le capitaine en second s'appelle Ronan, poursuit le conducteur. Il vous attend de l'autre côté de la place, à l'auberge du Joyeux Drill. Puis l'homme vous salue et disparaît dans la foule en se faufilant avec son chariot dans les rues étroites de la ville. Vous traversez la place, mais lorsque vous parvenez devant l'auberge, vous constatez que la porte en est fermée à clé et que les volets des fenêtres sont clos. Ça, déjà, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, cette auberge fermée, bien évidemment qu'il s'agit d'un traquenard. Tandis que vous vous demandez ce qu'il convient de faire, une main vous agrippe le bras et vous pousse dans un coin obscur. Si vous désirez dégainer votre arme et combattre l'inconnu qui vous a ainsi agressé, rendez-vous au 273. Si vous préférez essayer d'échapper à son emprise en vous débattant, c'est le 160. Alors, je sais bien sûr qu'il s'agit d'un traquenard. À présent, je vais me rendre au 273. 273. Vous vous apprêtez à frapper, mais votre adversaire s'écrie « Je suis Ronan, my lord, et je ne vous veux aucun mal ». Vous détournez votre coup de justesse et votre arme s'abat dans le vide. La sueur qui perle sur le visage du marin semble confirmer qu'il dit bien la vérité, ou au contraire qu'il ment, si j'ose dire. Rengainez votre arme et rendez-vous au 160. Donc finalement, on est bien obligé de se rendre au 160. Pardonnez-moi, my lord, mais je ne voulais pas vous faire peur. L'homme semble inquiet et la main ouverte qu'il tend vers vous ne cesse de trembler. Sans vous départir de votre prudence, vous acceptez son geste amical et quelques instants plus tard, vous vous asseyez avec lui à l'une des tables de l'auberge dans laquelle vous êtes entré par une porte latérale. L'endroit est désert, à l'exception d'un couple de souris qui ronge un gros morceau de fromage. Le capitaine Kelman m'a chargé de vous amener à bord du Sceptre Vert. Mais je dois tout d'abord m'assurer que vous êtes bien le seigneur Kai qu'on appelle loup solitaire, dit l'homme. Pouvez-vous donner la preuve de votre identité? Le meilleur moyen de prouver que vous êtes bien loup solitaire consiste à faire la démonstration que vous maîtrisez l'une des disciplines Kai. Vous avez le choix entre les disciplines suivantes, donc guérison, puissance psychique dont je dispose, maîtrise des armes, communication animale, maîtrise de la matière. Si vous ne maîtrisez aucune des disciplines de cette liste ou si vous ne souhaitez pas faire de démonstration, rendez-vous au 348. Je vais essayer... Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas l'un des choix quand même qui me permet de trouver que c'est un traquenard? Je crois que j'avais fait communication animale sur mon premier essai. Bon, je vais essayer la communication animale, peu importe.
Je vais essayer les deux choix, là, si vous m'autorisez. Ouais, c'est pas plus super. Je vais prendre puissance psychique. Excusez-moi pour ce petit aparté. C'est rare que ça m'arrive, mais là, j'aurais dû prendre des notes. Vous regardez le marin droit dans les yeux et vous concentrez votre puissance psychique sur sa main ouverte. Soudain, l'homme tombe de sa chaise en se tenant la main et en hurlant comme s'il venait de saisir des charbons ardents. Lorsque vous lui expliquez que seul votre pouvoir a provoqué cette douleur, il vous contemple d'un air stupéfait. Rendez-vous au 268. Je crains qu'on n'échappe pas au 268. En tout cas, nous ne le saurons pas, chers amis lecteurs, sur cet essai. 268. Vous êtes sans nul doute un seigneur Kai, dit l'homme, mais l'expression stupéfaite de son visage se transforme bientôt en un ricanement méprisant. Ou plutôt, reprend-il d'une voix ironique, vous étiez un seigneur Kai. À peine a-t-il prononcé ces mots qu'une porte s'ouvre à la volée juste derrière vous. Vous faites volte-face et vous vous retrouvez face à 3 brigands qui s'avancent dans votre direction. Les voici. Je ne sais plus si je vous ai montré l'image sur le premier essai. Chacun d'eux est armé d'un cimeterre et vous devez les combattre en les considérant comme un seul et même ennemi. Brigand, habileté 16, endurance 25. Vous aurez le droit de prendre la fuite après avoir mené 2 assauts. J'ignore si on peut échapper à ce combat. Mais en tout cas, pour ce deuxième essai, on ne va pas y échapper. Alors, nous avons dit 16 en habileté. Donc moi, j'ai toujours 23, ce qui nous donne un plus 7. Donc pas de changement par rapport à mon premier essai. Et donc 25 en endurance. Eh bien, allons-y, si vous êtes d'accord, pour ce premier combat. 1. Alors, c'est pas mieux que sur mon premier essai, j'ai fait un 1 aussi, c'est quand même incroyable. Hein. Ennemi moins 7 et moins 4 pour l'eau solitaire, je passe à 19. Donc, on a dit 18 pour les ennemis. Deuxième assaut, 3. Ça commence très très fort. 3, moins 9 pour l'ennemi et moins 2 pour moi. Je passe à 17. Moins 9, ça fait qu'il lui reste 9 points de vie. Troisième essai, j'ai pas envie de fuir bien sûr. 8, donc loup solitaire moins 0 et l'ennemi moins 18, c'est réglé. Et j'ai 17 points de vie exactement parce que je le vois je dirais sur le crayon de bois à papier que j'ai effacé. C'était le même nombre de points de vie que j'avais fait sur mon premier jet. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 333. Le marin qui se faisait pour Renan semble avoir pris la fuite au cours du combat. Vous fouillez rapidement les cadavres des autres brigands, mais vous ne découvrez rien d'intéressant. Vous remarquez cependant que chacun des malfaiteurs porte au poignet droit un tatouage représentant un serpent. Il est clair que celui qui leur a donné l'ordre de vous tuer, quel qu'il soit, connaît déjà la nature de votre mission. Vous quittez la taverne par la porte latérale et vous découvrez en passant, devant un escalier, le cadavre d'un marin dissimulé sous les marches. Cousu à l'intérieur du col de sa veste tachée de sang, une étiquette porte ce nom, Renan. Voici donc celui avec qui vous aviez rendez-vous et que vos ennemis ont assassiné pour prendre sa place. Vous couvrez son corps et vous sortez de la taverne en prenant la direction du port dans lequel est ancré le sceptre vert, à quelques 300 mètres du quai. Si vous souhaitez rejoindre le navire en empruntant l'un des canaux qui sont amarrés le long du quai, rendez-vous au 300. Si vous préférez essayer de retrouver l'imposteur qui s'est fait passer pour Ronan, ça sera le 67. Mais sauf erreur, c'est inutile. Je vais donc directement au 300 pour prendre un canot. Alors, que je ne me trompe pas. En arrivant à proximité du bateau, vous constatez que l'échelle de coupée a été relevée. Un marin à la mine peu engageante est accoudé au bastingage et vous lance des injures. De toute évidence, il croit que vous êtes un réfugié qui essaie de monter à bord comme passager clandestin. Mais lorsque vous lui criez que vous êtes loup solitaire et que vous venez d'être trompé par un imposteur, l'échelle est à nouveau baissée. En prenant pied sur le pont, vous êtes accueilli par un homme de haute taille, vêtu d'un uniforme passementé d'or. Son visage est presque entièrement caché par une abondante tignasse de cheveux roux et une grande barbe également rousse. Levez l'ancre,
ordonne-t-il d'une voix tonitruante. Les hommes d'équipage se précipitent aussitôt à leur poste, comme si leur vie en dépendait, et se mettent au travail. Le capitaine vous conduit ensuite à sa cabine et vous offre un verre de Wanlo, l'un des alcools les plus forts qu'on puisse boire dans cette région. Vous lui faites alors le récit de ce qui vient d'arriver et vous remarquez que son visage prend une expression soucieuse. Tout cela sent la trahison, dit-il d'un air sombre. Il est clair que l'ennemi a déjà dressé des plans pour faire échouer votre mission. Il ne faut plus compter sur l'effet de surprise, et quant à moi, j'ai perdu un courageux second. Espérons au moins que la traversée jusqu'au royaume de Durénor sera sans histoire. Vous le quittez quelques instants plus tard et vous remontez sur le pont juste à temps pour voir disparaître à l'horizon les tours de la capitale. Vous descendez ensuite dans votre propre cabine en éprouvant un sentiment mêlé d'orgueil et d'appréhension. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Je crois que j'avais fait un 1 encore une fois. Et bien là, ça sera un 8, donc je vais me rendre au 99. Et ce sera différent, donc 99. Le lendemain matin, vous êtes réveillé par la vigie postée dans le nid de pie. Navire par bâbord avant, annonce l'homme à grands cris. Vous grimpez une échelle étroite et vous rejoignez le capitaine qui se tient à la proue. Vos yeux sont plus jeunes que les miens, dit-il en vous tendant une longue vue ciselée. Essayez de voir quel est ce bateau. Vous distinguez alors à l'horizon les voiles rouges et le pavillon noir d'un navire de guerre mené par des pirates Lacurie. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Entre 0 et 4, 326, et sinon ça sera 363. Alors, hop, et bien ça sera un 2, et donc je vais me rendre au 326 si vous voulez bien. Le capitaine ordonne à l'équipage de hisser toutes les voiles pour essayer d'échapper aux pirates. Mais le vaisseau de ces derniers est rapide et il s'efforce de couper la route du Sceptre Vert. La collision semble inévitable. « Attention à l'abordage !» s'écrie le capitaine, alors que le flanc du navire aux voiles rouges se dresse soudain devant vous. Dans un fracas assourdissant, la proue du Sceptre Vert déchire le flanc du bateau pirate. Des éclats de bois volent en tous sens et vous êtes projeté à plat ventre sur le pont sous la violence du choc. Les pirates montent immédiatement à l'assaut et vous apercevez avec horreur, au milieu de cette horde vociférante, la silhouette vêtue de noir d'un guerrier drakkar. Il vous a aussitôt repéré et s'avance vers vous, son glaive impressionnant levé au-dessus de sa tête. Il vous faut l'affronter dans un combat à mort. Habileté 15, endurance 25. Si vous remportez la victoire, ça sera le 184. J'avais abouti à quelque chose de similaire. Donc je suis en plus 8 au premier essai, je veux dire, en coefficient d'attaque, et donc nous avons 25, 2 points d'endurance pour ce deuxième combat. Alors, 6, ça fera donc moins 12 pour l'ennemi et moins 1 pour loup solitaire. Il passe à 13. Et moi, je passe à 16. Deuxième assaut. C'est pas possible de faire que des 1. C'est incroyable. Moins 7 pour l'ennemi, moins 4 pour l'eau solitaire. Je passe à 12. Et lui passe 7 à 6. Bon, dernier assaut a priori. La seule question, c'est de savoir si je perds des points de vie. 3. Eh bien, je vais en perdre quelques-uns sans aucun doute. Donc 3, ça fait ennemi moins 10 et le solitaire moins 2. Je suis plus qu'à 10 points de vie. Ok, il est tué. Rendez-vous, chers amis lecteurs, au 184. 184. Le drakkar rend l'âme à vos pieds et les pirates saisis de panique s'enfuient à bord de leur bateau en train de sombrer. Voir un aussi puissant guerrier ainsi terrassé leur a fait perdre tout courage. Le capitaine Kellman rassemble aussitôt ses hommes et les lance à la poursuite de l'ennemi en déroute. Les pirates sont jetés par-dessus bord par les marins déchaînés. Le Sceptre Vert s'éloigne ensuite du vaisseau pirate qui donne de la bande sur tribord. « Merci, au nom de tout l'équipage, Seigneur Kai.
s'écrie alors le capitaine en vous serrant la main. Nous sommes fiers et reconnaissants de vous avoir parmi nous. Une longue ovation retentit sur le pont. L'équipage tout entier vous rend hommage en même temps que le capitaine. Vous aidez ensuite à soigner les blessés tandis que l'on répare les dégâts subis à l'avant du navire. Et 1 heure plus tard, le vent enfle à nouveau les voiles. Vous êtes reparti vers le royaume de Durénor. Rendez-vous au 240. Après 3 jours en mer, durant lesquels il ne s'est rien passé, vous commencez à trouver le temps long. Si vous maîtrisez la discipline caille de la liaison, vous pouvez récupérer tous les points d'endurance que vous avez éventuellement perdus depuis le début de votre aventure. Si vous ne maîtrisez pas cette discipline, vous ne récupérerez que la moitié des points d'endurance perdus. Arrondissez au chiffre supérieur si le nombre à diviser par 2 est impair. Alors, j'ai perdu pas mal. J'ai perdu 13 points. 13 points, donc je vais récupérer 7 points et je passe donc à 17. Dans l'après-midi du 4e jour, vous êtes sur le pont du navire en train de bavarder avec un homme d'équipage lorsqu'une odeur de brûlé se dégage soudain d'une des cales. Si vous souhaitez descendre dans cette cale, rendez-vous au 29. Si vous pensez qu'il est préférable de crier au feu, rendez-vous au 236. Si vous décidez plutôt d'aller prévenir le capitaine, rendez-vous au 101. Alors là, je vais descendre dans la cale en espérant que ce soit un bon choix. Vous soulevez le loquet et vous faites glisser le panneau de l'écoutille. L'ouverture provoque un brusque appel d'air et des flammes jaillissent aussitôt de la cale. Vous reculez en titubant et en tenant à 2 mains votre visage brûlé par le feu, vous perdez 2 points d'endurance. Au feu, crie alors une voix. 2 points d'endurance, c'était peut-être pas le bon choix, je passe à 15. L'équipage, saisi de panique, s'efforce d'éteindre les flammes, mais il faut plus d'1 heure pour venir à bout de l'incendie. Les dégâts sont considérables. C'est en effet dans la cale qui a pris feu qu'étaient entreposées les réserves d'eau douce et les vivres. Il n'en reste plus rien désormais. Mais peut-être, plus grave encore, l'incendie a sérieusement endommagé la structure même du navire. Tandis que vous examinez les dégâts, le capitaine s'approche de vous, le visage noirci par la fumée. Il porte un paquet sous son bras. « Il faut que je vous parle en privé, my lord, dit-il à voix basse. Sans rien répondre, vous vous tournez vers lui et vous le suivez jusqu'à sa cabine au 222. 222. Après avoir soigneusement refermé la porte de sa cabine, le capitaine ouvre son mystérieux paquet et en répand le contenu sur une table. Il s'agit d'une cruche de faïence noircie et de lambeaux d'étoffe calcinés qui dégagent une étrange odeur d'huile. Cet incendie n'est pas un accident, déclare le capitaine Kellman d'une voix solennelle. C'est un acte de sabotage. Cette cruche d'huile et ces chiffons que j'ai trouvés sur le plancher de la cale n'avaient rien à y faire. Quelqu'un, à bord de ce navire, est prêt à risquer sa vie pour nous empêcher d'atteindre Durénor. Vous contemplez tous deux les chiffons brûlés comme s'ils pouvaient répondre aux questions que vous vous posez. Et soudain, un cri retentit au-dessus de vos têtes, brisant le silence qui règne alors dans la cabine. Navire en vue sur bâbord avant. Le capitaine saisit aussitôt sa lunette d'approche et se hâte de monter sur le pont par une échelle d'écoutille. Si vous désirez le suivre, rendez-vous au 75. Si je souhaite fouiller la cabine, 304. Je ne vais pas fouiller la cabine, vous savez pourquoi. Il y a un coffre piégé dans la cabine, ça ne sera pas utile de me le reprendre. Il semble que l'oiseau se soit envolé, dit le capitaine. Il vous montre alors un canot qui file à bonne allure en direction d'un autre navire. Regardez bien ce vaisseau. Il n'a pas de pavillon et sa forme me paraît bien étrange. Je n'ai encore jamais rien vu de semblable. Vous observez le canot qui rejoint en quelques instants le mystérieux navire et soudain, comme par magie, un brouillard venu d'on ne sait d'où se laisse sur la mer et enveloppe le vaisseau. Moins d'1 minute plus tard, le navire et le brouillard ont tous deux disparu. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Ça sera un 8. Cette fois-ci, rendez-vous au 209.
Vous entendez bientôt des murmures parmi les hommes d'équipage. Parfois, quelques mots prononcés distinctement vous parviennent aux oreilles. Ils parlent de vaisseaux fantômes et de malédiction. Mais les rumeurs s'évanouissent brusquement lorsque la voix tonnante du capitaine appelle tout le monde sur le pont. Et lorsque le capitaine Kellman monte lui-même sur le pont arrière pour venir parler à l'équipage, on n'entend plus alors que le craquement des mâts du navire qui gémissent sous le vent. Nous sommes à 3 jours de Port-Bax, dit le capitaine. Le feu a dévoré nos provisions et nous n'avons plus d'eau potable. Il nous faut donc mettre le cap sur Raggadorn, où nous pourrons faire réparer le navire et reconstituer nos vivres. C'est tout. Les hommes d'équipage semblent satisfaits de cette décision et se remettent au travail avec une vigueur renouvelée. Le capitaine se tourne alors vers vous. Nous aurons rallié le port de Raggadorn dans 8 heures environ, dit-il. J'ai reçu pour instruction de vous amener sain et sauf à Port-Bax et de vous confier à la garde du consul du Summerland, le lieutenant-général Rigard. Mais le temps est contre nous et j'ai bien peur qu'il faille une bonne 8aine de jours pour réparer le navire. Lorsque nous aurons jeté l'ancre, vous devrez alors décider si vous souhaitez poursuivre votre voyage à Durénor par la mer, en restant avec nous, ou par la route, en allant là-bas par vos propres moyens. Tandis que vous retournez dans votre cabine, les paroles du roi vous reviennent en mémoire. 40 jours, le solitaire, tu n'as que 40 jours pour rapporter le glaive. Nous aurons la force de résister à l'ennemi pendant ces 40 jours, après il sera trop tard. Non, décidément, il ne vous reste guère de temps pour accomplir votre périlleuse mission. Rendez-vous au 197. Lorsque l'aube paraît, une terrible tempête se lève sur la mer et vous êtes réveillé par le violent roulis du navire. Le plancher de votre cabine est inondé et les hurlements du vent laissent à peine percevoir de temps à autre les cris de l'équipage. Vous vous habillez en hâte, vous rassemblez vos affaires et vous montez sur le pont. Le capitaine vous rejoint bientôt. Il vous prend par le bras et vous donne l'ordre de retourner dans votre cabine. Vous revenez donc sur vos pas. Mais soudain, un craquement effroyable retentit. Vous levez la tête, la partie supérieure du grand mât vient de rompre dans la tourmente et tombe droit sur vous. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous possédez la discipline caille de la chasse, ajoutez 1 au résultat. Eh bien, j'ai la discipline caille de la chasse. Je vais pouvoir ajouter 1. 8 plus 1 égale 9, ça sera le 141. Le mât s'écrase sur le pont et un débris de bois vous frappe à la tête en vous projetant par-dessus bord. Vous vous débattez dans les vagues pour refaire surface, puis vous vous agrippez à un panneau d'écoutille qui flotte à portée de main. À moitié assommé et nauséeux d'avoir bu une sacrée tasse, vous perdez 2 points d'endurance. Je perds 2 points d'endurance. Je passe à 13, ça commence à sentir le roussi. Vous vous hissez ensuite sur ce radeau de fortune en vous y comprenant de toutes vos forces. Si vous portez une cotte de maille, il vous faut vous en débarrasser immédiatement. Sinon, vous êtes sûr de périr noyé. Rayez-la de votre feuille d'aventure. Eh bien, écoutez, je n'ai pas de cotte de maille, ça tombe bien. Vous êtes soudain pris de vertige et, tandis que la forte houle vous ballotte en tous sens, vous sombrez peu à peu dans l'inconscience. Lorsque vous vous réveillez, au bout de plusieurs heures, la tempête s'est calmée. À en juger par la position du soleil, l'après-midi touche à sa fin. Au loin, vous apercevez un petit bateau de pêche et au-delà un rivage qui se dessine à l'horizon. Il ne reste plus du sceptre vert que le panneau d'écoutille sur lequel vous êtes assis. Si vous voulez essayer de signaler votre présence au bateau de pêche en agitant votre cape, 278. Ou alors tenter de pagayer avec mes seules mains. N'en parlons même pas, ça sera le 278. Vous agitez désespérément votre cape au-dessus de vous jusqu'à ce que vous soyez au bord de l'épuisement. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre qui vous indiquera si vos efforts ont été couronnés de succès. Ça sera un 1, ça ne doit pas être super. Rendez-vous au 41. Vous avez de la chance car votre signal de détresse a été aperçu par l'équipage du bateau qui met à présent le cap dans votre direction. C'est un petit bateau de pêche en provenance du port de Raggadorn.
Les pêcheurs, alors Ragadorn, jetons un œil sur la carte si vous le voulez bien. Ragadorn. Est-ce qu'on le voit sur la carte seulement? Creek Angorn. Ah, Ragadorn, effectivement, c'est l'un des ports de la côte, pas de problème. Les pêcheurs qui sont à bord ont une mine plutôt patibulaire, mais ils se montrent amicaux avec vous. Ils vous donnent une couverture pour vous réchauffer et vous offrent de quoi manger. Le capitaine vous conseille de faire un somme pendant les 3 heures que durera votre voyage de retour à Ragadorn. Si vous décidez de suivre ce conseil, reprenez un point d'endurance et rendez-vous au 194. Si vous préférez rester éveillé et scruter la mer dans l'espoir de retrouver d'autres survivants du naufrage, rendez-vous au 251. Écoutez, un point d'endurance, je trouve pas ça faramineux, je vais plutôt monter la garde, donc 251. Il fait presque nuit lorsque le petit bateau de pêche entre dans le port de Ragadorn. Vous n'avez toujours pas rencontré le moindre survivant du naufrage et le pire est à craindre. Vous remarquez bientôt que 3 des pêcheurs ont un comportement suspect. Ils se parlent à l'oreille et jettent de fréquents regards à votre bourse. Et tandis que le bateau vogue dans l'estuaire du fleuve Dorn, ils vous encerclent soudain et vous ordonnent de leur donner votre or. Vous vous apprêtez à passer à l'attaque lorsque quelqu'un vous pousse par derrière en vous projetant à plat ventre sur le pont. L'un des marins lève alors le pied et un instant plus tard, tout devient noir dans votre tête. Rendez-vous au 194. Ça se passe fort mal, ce début d'aventure. Lorsque vous vous réveillez, vous avez la désagréable surprise de vous retrouver étendu sous une jetée en bois dans une puanteur insupportable qui monte des eaux environnantes. Vous vous relevez avec une douleur lancinante dans la tête, comme si on vous avait assommé. C'est d'ailleurs très exactement ce qui vous est arrivé. Mais plus grave encore, les pêcheurs ont pris votre or, votre sac à dos, vos armes, ainsi que, hélas, le seau d'un mardal, mais pas les autres objets spéciaux. Avec un gémissement désespéré, vous vous arrachez à la puanteur des eaux croupes et vous vous hissez sur la jetée. En levant les yeux, vous apercevez alors un écriteau délavé qui porte ces mots « Bienvenue à Ragadorn ». Pour votre malheur, toutes les rumeurs qui circulent au sujet de cette ville maudite se sont révélées exactes. Il fait presque noir à présent et la pluie s'est mise à tomber. Dans l'immédiat, il vous faut à tout prix retrouver le sceau d'Amerdal si vous voulez convaincre le roi de Durenor de vous confier le glaive de Summer. Vous jetez un coup d'œil autour de vous et vous apercevez une place sur laquelle est installé un marché. Au centre de cette place, un poteau indicateur en pierre signale diverses rues qui mènent dans toutes les directions. Si vous voulez aller vers l'est, le long de la rue de la Bernicle, rendez-vous au 215. Si vous voulez aller au sud, le long du dock de la rive est, rendez-vous au 303. Si vous voulez aller au nord, en empruntant la rue du Butin, 129. Eh bien, j'ai le choix. Si enfin vous préférez retourner vers la jetée en direction de l'ouest et chercher le bateau de pêche, 86. Alors, avant de faire ça, eh bien, je vais mettre une petite croix à côté de tous mes objets. À vue de nez, je vais forcément pouvoir retrouver le sceau d'Amerdal dans ce livre, donc je ne vais quand même pas les effacer. Je vais mettre une croix. Et par contre, j'ai toujours le bouclier caille et le pendentif étoile de cristal. Alors, le bouclier caille était un objet spécial, j'espère ne pas me tromper, que j'ai trouvé dans le premier tome. Et le pendentif étoile de cristal qui me permet de relancer une fois par aventure un dé était bien sûr un pendentif étoile de cristal. Donc si je fais mon habileté, je n'ai plus, le poignard caille, donc mon habileté passe à 22. Voilà. J'espère que je vais retrouver tout ça. Alors je vais essayer de retrouver le bateau de pêche, ça me paraît être la décision la plus logique quand même, au 86. De ce côté du port, de nombreux navires sont amarrés. Il y a là des bateaux de toutes sortes qui battent pavillon de tout pays. Le fleuve Dorn, qui traverse la ville de Ragadorn et la sépare approximativement en 2 moitiés, connaît toujours une très grande activité.
Vous êtes sur le point d'abandonner vos recherches lorsque vous repérez enfin le bateau de pêche de vos malandrins. Il n'y a personne à bord, mais une fouille en règle vous permet de découvrir une masse d'armes et 3 pièces d'or dissimulées dans un hamac soigneusement plié. Une étiquette est cousue sur le hamac et porte ces mots: Taverne de l'Étoile du Nord, rue de la Bernicle. Vous prenez la masse d'armes et les pièces d'or et vous retournez sur la place du poteau de pierre. Si vous souhaitez aller vers l'est le long de la rue de la Bernicle, rendez-vous au 215. Si vous préférez aller au sud, 303. Enfin, si vous choisissez plutôt la direction du nord, ça sera le 129. Alors, j'ai une masse d'armes, ce qui m'évite... Alors, bien sûr, j'ai perdu mon poignard +1. Masse d'armes. Ça m'évite de me battre à main nue, qui, je crois, il faut que je regarde dans les règles, mais c'est un malus de 2 points d'habileté. Et donc, j'ai 3 pièces d'or. Alors. Rue de la Bernicle, 215. Une trentaine de mètres plus loin, du côté gauche de la rue, des cris joyeux et des chants filtrent à travers la façade d'une grande bâtisse délabrée. Une enseigne rouillée grince au-dessus de la porte. Si vous voulez entrer dans la taverne, rendez-vous au 4. Si vous préférez continuer de marcher le long de la rue de la Bernicle, rendez-vous au 83. Alors, prendre l'entrée principale ne me paraît pas être une bonne idée, donc je vais peut-être tenter de marcher le long de la rue de la Bernicle pour trouver une autre entrée. Du moins, c'est mon raisonnement. Au bout de la rue de la Bernicle, vous arrivez à un croisement. Il fait déjà nuit à présent, il va bientôt falloir vous trouver un abri. Si vous souhaitez tourner à gauche dans la rue du Tonnelier, rendez-vous au 227. Si vous préférez prendre à droite rue de la Licorne, rendez-vous au 297. J'ai l'impression de me retrouver dans la Cité des voleurs, qui est un défi fantastique, n'est-ce pas? Alors, je vais prendre dans la rue de la Licorne à droite au 297. Donc, je n'ai pas trouvé d'autre entrée pour la taverne, malheureusement. À mi-chemin de la rue, vous apercevez sur la gauche une grande écurie et un relais de diligence. Il fait complètement nuit à présent et vous décidez d'y entrer par une échelle extérieure. Vous allez pouvoir passer la nuit en toute sécurité, caché dans un grenier à foin du relais. Rendez-vous au 32. Bon, c'est déjà ça. Le chant du coq vous réveille à l'aube. Les rues sinueuses de Ragadorn vous apparaissent alors derrière un voile de pluie. Une pluie régulière et abondante qui martèle le pavé. Il y a 6 jours que vous avez quitté Holmgar et il vous reste 320 km à parcourir avant d'atteindre Forbax. Vous êtes couché dans le grenier d'un vaste relais de diligence. Un groupe d'hommes vêtus d'uniformes verts vient d'arriver. Ils sont en train de nettoyer l'une des diligences. Vous entendez une voix dire que le prochain départ pour Portbax aura lieu à 1h de l'après-midi et que le voyage durera 16 jours. Vous avez faim et il vous faut prendre un repas. Sinon, vous perdez 3 points d'endurance. Donc moi, j'ai la chasse. On va dire que j'ai trouvé un rat dans le relais. Après avoir mangé, vous déciderez peut-être d'acheter un billet pour Forbax aux employés de la diligence. Dans ce cas, vous vous rendrez au 136. Mais vous pouvez également quitter le relais en empruntant l'échelle extérieure qui vous permettra de descendre directement dans la rue. Rendez-vous alors au 238. J'ai 3 pièces, ça ne va pas être lourd, mais je vais essayer d'acheter un billet. Ça sera le 136. Il vous en coûtera 20 couronnes pour vous rendre à Portbax, lance le cocher qui s'exprime avec un fort accent de Ragadorn. Si vous possédez ces 20 couronnes et que vous souhaitez acheter un billet, rendez-vous au 10. Si vous n'avez pas assez d'argent, eh bien ça sera le 238, je n'ai pas assez d'argent. Face au relais de la diligence, une rue étroite mène à une maison de jeu sur la façade sur laquelle est placardé cet avis. Les armes sont interdites à l'intérieur de cet établissement. La perspective de pouvoir gagner un peu d'or vous décide à y entrer sans attendre.
Si vous avez des armes, vous devez les déposer au vestiaire. Vous aurez le droit de les reprendre en quittant les lieux. En échange d'une pièce d'or, on vous donne un jeton d'argent qui vous permet d'entrer dans l'établissement. Eh bien, je n'ai plus que 2 pièces. Alors, je n'ai plus la masse d'armes non plus. Et il me reste 2 pièces d'or. Le hall mène à une vaste salle où se pratiquent toutes sortes de jeux de hasard. L'un d'eux vous semble particulièrement intéressant. On l'appelle la roue du carrosse. Au bout d'une longue table, une jeune femme fort séduisante fait tourner une sorte de disque noir qui a été divisé en 10 tranches égales numérotées de 0 à 9. Lorsque le disque tourne, elle y laisse tomber une petite boule d'argent qui finit par s'immobiliser sur l'une des tranches numérotées. Plusieurs marchands sont assis autour de la table où se déroule le jeu et misent de grosses sommes en essayant de deviner sur quel numéro la boule s'arrêtera. La voici. Pour jouer à la roue du carrosse, il vous faut d'abord choisir le numéro sur lequel vous voulez miser. Ensuite, vous devez décider combien de couronnes d'or vous allez mettre en jeu. Notez bien ces 2 chiffres. Puis, utilisez la table de hasard pour savoir si vous avez gagné. Si la table vous donne le chiffre sur lequel vous avez parié, vous empocherez 8 pièces d'or pour chaque couronne mise en jeu. Si le chiffre que vous obtenez se situe immédiatement avant ou immédiatement après celui que vous avez choisi, le 0 étant placé après le 9, chaque couronne vous rapportera 5 pièces d'or. Vos gains devront par contre se limiter à 40 pièces d'or. Vous pouvez jouer aussi longtemps que vous voulez jusqu'à ce que vous ayez perdu tout votre or ou que vous décidiez d'emporter vos gains, 40 couronnes maximum. Si vous avez perdu tout votre or, rendez-vous au 169. Si vous décidez de partir avec vos gains ou l'or qui vous reste, quittez la maison de jeu et rendez-vous au 186. Alors je pense que les probabilités sont quand même en ma faveur, donc je vais miser une pièce d'or et je vais miser sur le 9. Donc avec le 9, je ramasse 8 pièces d'or. Avec le 8 ou le 0, je ramasse 5 pièces d'or. J'ai donc quand même une chance, mes calculs de probabilité sont loin, j'ai grosso modo une chance sur 3 d'avoir 5 pièces d'or, donc c'est plutôt favorable. Donc il me reste 2 pièces d'or. Premier essai, 5 c'est raté. Deuxième essai, 4 c'est raté. Me voilà ratissé avec 0 pièce d'or et je me rends au 169. Découragé, vous quittez la maison de jeu et vous retournez au relais de diligence. Au loin, vous apercevez la porte est de la ville. La diligence de Durénor attend juste à côté. Or, il vous faut à tout prix gagner Port-Bax. L'avenir du Summerlune en dépend. Vous vous arrangez donc pour passer derrière le garde qui surveille la diligence et vous montez dans les véhicules sans qu'il vous ait vu. À mesure que l'heure du départ approche, 5 autres passagers montent à leur tour et s'assoient autour de vous. Le garde claque alors la portière et le voyage pour Port-Bax commence. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Entre 0 et 3, 39, 4 et 6, 249, 7 et 9, 339. Et bien moi, ça sera le 2 et ça sera donc le 39. À la tombée du jour, la diligence s'arrête devant une auberge sur la route qui longe la côte en direction de Port-Bax. Le prix d'une chambre pour la nuit s'élève à 1 couronne d'or pour les passagers de la diligence et à 3 couronnes pour les autres clients. Au moment où vous vous apprêtez à entrer, le conducteur de l'agence vous demande votre billet. Si vous avez un billet pour Port-Bax, rendez-vous au 346. Si vous n'avez pas de billet, rendez-vous au 156. Mais je n'ai pas de billet malheureusement. Alors je ferai bien une sauvegarde, mais si vous voulez, cet essai, au niveau des lancers de dés pour les quelques combats que j'ai faits, étant tellement difficile que j'ai pas trop envie, et je pense que peut-être que je referai un essai malgré tout. Depuis le début, c'est possible, mais on ira un peu plus vite sur les paragraphes. Ne soyons pas pessimistes, peut-être que je vais arriver à récupérer ce glaive sur ce deuxième essai de la traversée infernale. Continuons. Le cocher se met en colère. C'est une longue marche qui t'attend, étranger, lance-t-il en vous claquant la portière au nez.
Vous n'avez pas les moyens de louer une chambre pour la nuit et vous décidez donc d'aller coucher avec les chevaux dans l'écurie. Rendez-vous au 213. C'est peut-être pas un mal. Hein. Vous grimpez au sommet d'une meule de foin et vous vous emmitouflez dans votre cape de seigneur Kite pour vous protéger du vent frisquet. Vous vous endormez alors sans vous douter le moins du monde que vous ne vous réveillerez plus jamais. En effet, l'un de vos compagnons de voyage est un membre du groupe qui vous traque depuis, avant même votre départ, de Holmgar. Cet agent se glisse hors de l'auberge et dans la fraîcheur de la nuit, il vient silencieusement vous assassiner sans même que vous vous en rendiez compte. Votre quête s'achève donc ici en même temps que votre vie. Bon, eh bien écoutez, il semblerait que j'ai fait les mauvais choix. C'est fâcheux, mais c'est comme ça, mais je me ferai, chers amis lecteurs, un plaisir de faire un troisième essai. Alors je trouve ça du coup un peu plus difficile que les Maîtres des Ténèbres, où il y avait moins d'échecs, on va dire, d'échecs secs, que sur cette traversée infernale, où un mauvais chemin peut vous faire directement perdre la partie. Mais je vous donne rendez-vous très très prochainement, voire dès aujourd'hui, pour un troisième essai. À ciao.